Retour au direct sur Fréquence Amitié Vesoul avec non pas un mais deux invités. Je reçois Richard Palachac, auteur, et Frédéric Lanoir, comédien et narrateur. Bonjour à tous les deux. Bonjour, merci beaucoup de nous accueillir dans vos studios. Salut, bonjour à tous. Alors, on a le plaisir de vous recevoir pour parler donc littérature. Richard, tu es auteur, on t'a déjà reçu l'an passé, si je me souviens bien, pour parler déjà de l'Esprit Slave qui sortait en version e-book. Parle-moi un petit peu de ta passion pour la littérature. Alors, ça fait à peu près 5 ans que je me consacre à l'écriture. Avant, j'étais professeur de français, chercheur aussi en didactique des langues. Et ça fait 5 ans où vraiment je concentre mon activité sur l'écriture. J'ai publié 8 livres papier, et là c'est le 8e, donc l'Esprit Slave, et 16 publications, tous supports confondus. Par exemple, l'Esprit Slave, on l'a sorti notamment en e-book, on en avait parlé lors du premier confinement. C'était une initiative un peu sanitaire pour distribuer du livre sans qu'il y ait de contact physique. Et du coup on s'est mis aussi à décliner sur d'autres supports et à fabriquer aussi des livres audio, et on a sorti donc le premier volet de l'Esprit Slave, donc Yojo, en livre audio USB, donc non seulement téléchargeable sur le net, mais aussi que l'on peut acheter comme un livre USB sous forme de clé USB en librairie, et lu par le lecteur comédien Frédéric Lanoir ici présent. Ah oui, alors ça, on en reparlera tout à l'heure un petit peu de ce format audio. L'Esprit Slave, c'est la rencontre de 3 histoires qui nous plongent vraiment dans l'univers slave avec des récits plutôt sombres. Tu fais pas trop dans la dentelle, toi. Voilà, donc là, je sors avec les éditions Blackout la version papier, donc l'Esprit Slave de Richard Palachac. Donc on peut la retrouver en tapant richardpalachac.com sur le net ou dans n'importe quelle librairie en demandant l'Esprit Slave de Richard Palachac. Il s'agit de thriller. Donc vraiment l'idée c'était, il y a eu le thriller américain, il y a eu ces dernières années le thriller scandinave, et moi ça m'a beaucoup intéressé en tant que lecteur et aussi cinéphile de voir comment les Scandinaves arrivaient à transmettre leur culture, leur univers, leur histoire à travers le thriller. Donc j'ai pris ce code du thriller, qui est celui des sensations fortes. Alors, on n'est pas dans le fantastique, on n'est pas dans l'horreur, mais on est dans les sensations fortes, donc des histoires percutantes, mais écrites de manière slave, ce qui implique un style poétique, un univers aussi qui se passe en Slovaquie, donc 3 histoires, une qui se passe dans la campagne slovaque, une dans la ville et une sous le communisme, et bercé aussi par l'onirisme et la fantaisie. Voilà, parce qu'on a des personnages qui perdent un petit peu la raison, et par moments on ne sait plus trop si on est dans la réalité ou si on est dans leur imaginaire, et donc on est dans on est vraiment dans le code du thriller, mais avec une écriture poétique et bercée par l'onirisme et la fantaisie. Et c'est écrit donc sous fond de contes, de mythes et de légendes slaves. D'accord, alors ça c'est très intéressant le parallèle que tu fais avec la culture scandinave. C'est vrai que on est bercé un peu malgré nous par une culture qui est très américaine, que ce soit au niveau littéraire ou au niveau cinéma, et les Scandinaves ont réussi à apporter une belle alternative qui marche très très bien aujourd'hui. On voit au Danemark, en Norvège, il y a des trucs très très bons qui se passent. Le fait de proposer une identité culturelle différente comme ça et d'arriver à l'insérer finalement dans des codes de genre, ça permet de le rendre peut-être plus digeste, plus facile à comprendre. Oui, exactement. On s'inscrit dans un courant qui est celui du thriller, moi qui me plaît parce que j'aime beaucoup les sensations fortes. Et puis vraiment les Scandinaves, ils ont ouvert la brèche justement à cette découverte d'univers, cette découverte de tradition, cette découverte de culture. Et moi, dans ma littérature, depuis 5 ans, donc depuis maintenant 16 publications, j'essaye de transmettre ce qu'est l'esprit slave. Et je trouvais que le code du thriller était intéressant car il permettait justement, comme le font les Scandinaves, de transmettre cet esprit slave à la fois par des histoires contemporaines qui traitent de réalités brutes
et de réalité contemporaine slovaque actuelle, à travers un style aussi qui est très poétique et à travers aussi une mythologie, une grande histoire, tout un fond légendaire fondateur de notre culture slave. D'accord, d'accord. Alors, on va reparler un petit peu de cet ouvrage d'Esprit Slave dans quelques instants, mais j'aimerais qu'on en écoute quelques extraits avec Frédéric Lanoir, si tu veux bien nous faire une petite lecture. Alors, je commence par Yojo. Oui, Yojo, donc qui est la 3e histoire de l'Esprit Slave que l'on retrouve donc dans le livre l'Esprit Slave, que vous pouvez trouver en format audio, donc en format livre audio sur le net et en librairie. L'aspect terrifiant des créatures ainsi créées par Yojo n'empêche nullement de reconnaître les chênes et les charmes, les frênes et les hêtres, les érables et les merisiers. L'artiste vomit les croque-mitaines qui hantent les tréfonds de son esprit malade. Une humanité cabossée, des canevas de gueules accidentées, des géants formidables et faramineux aux bêtes et silhouettes repoussantes. En bref, tous les animaux tristes et fabuleux qui peuplent les abysses de son être avarié. Yojo est un être amoché, bousillé, délabré. Il se décompose à la vitesse du fumier qui crée l'humus où s'ouvrent les œufs de dragon démentiel. Et la litière de sol où se déroule ce processus alchimique, c'est l'alcool. Pas évident de décrire ce barbon sans le cantonner à la peinture et au picton. Toutefois, nous pouvons dire que son corps est frêle et rocailleux, toujours affublé d'un pantalon de velours marron, retenu par des bretelles sans lesquelles il ne tiendrait jamais sur sa maigreur squelettique. Une longue corde en guise de ceinture, une chemise à carreaux noirs et rouges aux manches retroussées, toujours souillée de peinture. Pas très compliqué jusque-là. Quant à la psychologie du bonhomme, c'est une autre paire de manches. Comment comprendre un rêveur qui ne se comprend pas lui-même? Comment résumer par des mots ce qui dépasse la pensée? Le génie. Yojo boit le second quart de sa bouteille et l'enchantement se reproduit. Phase d'hyperproduction, phase d'hyperdépression, toujours en toile de fond, la bistouille. Une femme absolue, la dèche et la déchéance des affres de l'égarement mental, l'épouvante et les contractions de l'âme, et la vie dans un étau. Yojo se bat de son existence. Il se laisse dévorer par la mousse et les champignons du temps qui passe, d'une réalité minable d'artiste raté, d'un destin sans destinée. Il veut juste qu'on lui foute la paix, quitte à terroriser les grands enfants que nous sommes avec les golems qu'il projette sur ses toiles, dans l'attente de se faire tronçonner par surprise à son tour, d'un âge assez mûr d'expérience dégueulasse pour quitter ce monde déficient. Yojo trouve toujours les femmes belles, mais il n'a plus envie de sexe. Il aime lécher les vitrines emplies de pâtisseries, mais n'a plus d'appétit. Le peintre aime se couler dans le populo de la taverne Medved, mais il reste à l'écart, seul et mutique. Yojo n'a besoin que de lumière et d'eau de vie. Tel une plante, il produit sa propre chlorophylle en déclinant toutes les nuances de vert qui poussent au bout de ses doigts, tige de l'attente et de l'ascétisme. Au final, le marché de Komarek lui sait plutôt bien. L'artiste obtient la quantité d'alcool obligée pour peindre sans trembler. Le directeur fait ses petites affaires en vendant les tableaux de Bello sous le manteau. Et celui-ci ne boit pas sa fortune au bistrot. Il la met sous clé dans un tiroir de son secrétaire, au fait de ces temps déchus par les reconstructions d'après-guerre, le vol et la corruption des élites fonctionnaires. Il reste la roublardise, le troc, les ententes en famille, la magouille, à tous les échelons. Et l'art dans cet environnement représente une monnaie puissante. Les tableaux, tout comme l'or et l'argent, ne perdent jamais de leur valeur. En Tchécoslovaquie, les peintres cotés sont connus et reconnus même chez les petits-enfants. Leurs œuvres se payent cher, très cher, ce qui n'empêche pas les génies d'être à sec et décharnés, tels de piteux Clodo.
C'est le système qui veut ça. D'autres en profitent en échange de quelques faveurs. 1. Qu'on laisse les peintres peindre en paix. 2. Qu'on leur file un bout de saucisse hongroise et du vin de Moravie. 3. Eh ben, il n'y a pas de 3. Le 3, c'est l'espoir, le rêve au goût amer, l'illusion d'un meilleur dans un avenir incertain, à condition que la production de tableaux reste importante. Voilà donc extrait de Yojo qui fait partie de ce triptyque l'esprit slave que l'on retrouve en librairie. À partir de quand? C'est déjà sorti ou ça va sortir? C'est sorti le 14 avril, donc il est déjà disponible. D'accord. On peut le commander partout sur le net et partout en librairie. Et puis moi je vous conseille pour le plus simple, vous allez sur richardpalachac.com et vous aurez tous les liens de commande, mais vous pouvez le commander depuis n'importe quelle librairie vésulienne et franc-comtoise. D'accord. Alors c'est 3 nouvelles qui ont déjà eu une belle vie sur le format dématérialisé. Quel est le retour des lecteurs de ces 3 œuvres qu'on peut retrouver dans l'Esprit Slave? Oui, alors le format e-book était vraiment un format qui était sorti pour le premier confinement. Le e-book, c'est un format qui plaît énormément dans les grandes métropoles, mais qui a du mal à fonctionner, comment on va dire, en campagne et en zone plus, de petites villes. Le lecteur est moins habitué à lire des livres numériques. Donc il y a eu beaucoup de pédagogie à faire, beaucoup de personnes qui résistaient, qui n'avaient pas forcément envie de lire du e-book, sachant que la version e-book a l'avantage d'être illustrée par le photographe Simon Wolf, donc avec des photographies à chaque chapitre en HD et qui apporte vraiment une lecture supplémentaire au livre. Donc c'est une œuvre qui est différente. Mais les lecteurs en globalité, en majorité, attendaient vraiment ce format papier. Et le format audio est un format qui séduit aussi un autre lectorat. On pense bien entendu aux amateurs de livres audio, tout simplement. Mais il y a aussi les personnes atteintes de déficiences visuelles, de troubles de la lecture, de personnes aussi qui passent beaucoup de temps sur leur ordinateur ou sur l'écrit toute la journée et qui ont besoin le soir de reposer un peu leurs yeux et d'écouter des livres différemment. Donc le livre audio, et là je voudrais remercier Frédéric Lanoir, donc qui est le lecteur narrateur pour tous ces livres, que ce soit Yojo, Le Vodnik ou Golgotha. On a sorti Yojo et Le Vodnik et Golgotha devraient sortir avant la fin de l'année. Alors justement, parlez-moi un peu de la création de ce livre audio. Comment s'est passé le processus créatif? Comment est-ce que Frédéric t'a été embarqué dans cette aventure? Eh bien, c'est une histoire formidable. Et je pèse mes mots, parce que je connais Richard, dont je suis la littérature depuis de nombreuses années. Et même pour l'anecdote, une fois je le vois en ville, et puis j'avais quelques velléités dans le monde du cinéma, et puis donc je travaillais ma mémoire. Et une fois je le vois en ville, je dis tiens, et puis en fait j'utilisais comme exercice de diction un passage d'un de ses livres, voilà, au magasin Le Magazine, tu te rappelles? Voilà. Et puis j'ai continué à le lire, et puis on s'est revus, il m'a dit il m'a fait cette proposition de faire de la lecture audio pour lui, et là j'ai sauté au plafond, parce que c'est vraiment, je le dis sans flagornerie, c'est vraiment un de mes auteurs préférés, quoi. Il y a vraiment, comme il l'expliquait tout à l'heure, l'aspect onirique, fantastique, et cerise sur le gâteau pour moi, c'est que j'ai découvert récemment, à peu près simultanément à la période où il m'a fait cette proposition, que j'avais des origines slaves, voilà, de la Bohème précisément. Donc c'est un petit retour aux sources, et puis justement apprendre aussi ses racines slaves, et de cette façon, avec la lecture audio, savoir que des gens vont prendre plaisir, comme moi je prends plaisir à lire ces livres, que je lis souvent plusieurs fois, et ça c'est pour moi vraiment le signe d'une littérature qui me donne envie, comme une gourmandise. Il y a peu de livres comme ça que j'ai lus plusieurs fois. Il y a Le Parfum de Susskind,
qui m'ont marqué. Il y a Khalil Gibran, un prophète, et puis il y a Riche. Voilà. Et je voulais dire vraiment que ces trois versions de l'Esprit Slave, la version e-book, la version audio et la version papier, sont trois œuvres totalement différentes. Parce qu'à partir du moment où c'est lu, alors Frédéric Lanoir est le narrateur des livres, donc il lit 95% de l'œuvre, mais je tiens à saluer aussi les voix féminines de Céline Salomon-Madi et puis de Héloïse Valli pour le Vodnik, qui vont certainement rééditer pour Golgotha. On est vraiment dans une œuvre jouée, théâtrale, et c'est totalement différent que la version que l'on peut lire. Ça donne vraiment pas une plus-value, mais quelque chose de totalement différent. Et je pense aussi, on en parlait tout à l'heure, au métier de la route, aux gens qui passent des dizaines d'heures sur la route à faire des livraisons ou à conduire des camions, etc. Le livre audio, ça permet vraiment de s'évader et de se laisser porter par une voix. Et quand on a la chance, parce que Frédéric Lanoir, en plus d'être un sculpteur émérite, est un comédien très compétent et d'une très très grande expérience, apporte véritablement son professionnalisme et fait vivre ses textes avec une lecture particulièrement talentueuse. Alors comment on s'accapare le texte d'un autre? Comment est-ce qu'on s'accapare le roman de Richard Palachac pour à la fois réussir à s'effacer derrière le récit et puis à la fois le jouer, comme tu disais, on est vraiment dans du jeu d'acteur. Eh bien, je pense que le secret, c'est tout est dans l'histoire. Faut se laisser porter par l'histoire. Il n'y a pas d'effort à faire. C'est comme cette phrase, tu me diras de qui, hein, ce qui s'énonce clairement, non, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, voilà. Gauthier, ouais. Voilà. Et donc voilà, c'est la même chose. Et puis Stanislavski aussi au niveau de la pédagogie pour savoir jouer disait la même chose, disait que en fait tout est là dans le texte et il faut se laisser porter par le texte et c'est pas la peine de chercher à faire plus. Une fois qu'on imagine ce que veulent les personnages, et là on le comprend bien, on le vit, eh bien ça vient tout seul. Alors quand on parle de Yojo en version e-book, on peut déjà le trouver en librairie, en version audio pardon, on peut déjà le trouver en librairie, donc c'est une clé USB en fait finalement qu'on achète. C'est ça, on peut aussi commander de la même manière que l'Esprit Slave, donc l'Esprit Slave qui contient donc les trois thrillers Yojo, le Vodnik et Golgotha en œuvre papier, donc c'est un seul livre, hein. C'est une seule œuvre papier qui contient les trois histoires. Chaque histoire fait l'objet d'un livre audio. Donc le premier Yojo dont Frédéric Lanoir vient de faire une lecture est déjà sorti et on peut l'acheter comme n'importe quel livre. Donc c'est un livre qui est enregistré à la Bibliothèque nationale de France avec un ISBN, donc un numéro d'immatriculation de livre. Donc c'est comme un livre normal. On peut commander en librairie la clé USB Yojo. Qui arrive sous format livre avec un petit carton et une belle petite décoration des éditions Blackout avec une petite étiquette un peu rock'n'roll qui donne à la clé USB l'apparence d'un véritable objet artistique. D'accord. Et tu l'as dit, à suivre donc le Vodnik et Golgotha qui feront aussi l'objet d'un livre audio. Voilà, c'est ça. Donc l'Esprit Slave, le livre papier qui contient les trois histoires, en livre audio, quand l'histoire elle est lue à haute voix, elle fait forcément, on arrive à peu près à 1 heure, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça, 1 heure. 1 heure de lecture, donc on préfère les sortir séparément en 3 livres, car 1 heure de livre audio suffit déjà comme œuvre entière, à part entière. D'accord, ça fait déjà un temps de lecture conséquent oui. déjà. Ouais, d'accord. Alors on va marquer une petite pause musicale avec Debout sur le zinc, l'âme slave, et on se retrouve dans quelques instants.
slave. J'ai l'air slave. Je suis né à Ville-d'Avray, mes parents étaient bien français, ma mère s'appelait Jeanne et mon père Victor. Moi je m'appelle Igor. Mon prénom n'évoque pas le languedoc, plutôt moscovite, il est explicite. Quand on m'imagine, on voit Tabarine qui s'apprête à boire à son samovar. L'air slave. J'ai l'air slave. Et ça me poursuit depuis tellement longtemps que je suis devenu slave malgré moi et sans m'en apercevoir. J'ai l'âme slave. J'ai jamais été plus loin que la barrière de Pantin. Tout ce que j'ai de russe en moi c'est le prénom, mais ça suffit bien. À force d'entendre tous les gens me prendre pour russe authentique, j'en ai tous les tics. Je vis de zakouski, je bouffe des pirochki, je bois de la vodka au milieu des repas. L'âme slave. J'ai l'âme slave. Je suis tellement influencé par mon prénom qu'à toutes les fenêtres de la maison je viens de faire mettre des rideaux de fer. Mais je les laisse ouverts, j'ai l'âme slave, ouais. L'âme slave, la version de Debout sur le Zinc. On poursuit, on est toujours avec Richard Palachak, auteur, Frédéric Lanoir, comédien et narrateur, qui sont venus nous parler aujourd'hui de l'esprit slave. On parlait juste avant la chanson de la version audiobook, avec une très très belle lecture de Frédéric Lanoir. Pour que les gens comprennent bien, l'audiobook, pour l'instant, c'est Yojo. Les deux autres du triptyque vont arriver par la suite, et le triptyque Esprit Slave, c'est donc un beau roman qui arrive en papier, en librairie. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu l'univers des trois nouvelles? Séparément, tu nous emmènes où? En fait, c'est un seul livre qui contient 3 histoires. Et ces 3 histoires qui sont complémentaires parce qu'elles parlent de réalités slaves, d'univers slaves différents. Donc il y a une histoire qui se passe à la campagne, donc on est à la frontière nord de la Slovaquie, à la frontière de la Pologne, à Namestovo, qui est une ville balnéaire, essentiellement composée de chatka, donc de maisons de pêcheurs. Donc c'est un thriller qui se passe pour le coup à la campagne. Donc qui donne à voir ce milieu un petit peu de la corruption, des coulisses que les touristes ne voient pas de l'univers slave, mais version campagne. Dans la deuxième histoire, Golgotha, là on est en plein jungle urbaine, donc on est à Petržalka qui est la plus grande banlieue de Bratislava, donc c'est une banlieue qui compte à peu près 500 000 habitants et qui est composée de kilomètres et de kilomètres de tours, de bâtiments, d'HLM on va dire, c'est une grande cité communiste. Et on arrive directement en pleine jungle urbaine dans la vie du peuple urbain pauvre des pays de l'Est. Et la dernière nouvelle, celle-ci raconte l'histoire du Yojo qui est un peintre. Alors c'est une histoire vraie. C'est un peintre qui s'est fait emprisonner sous le communisme pour insulte au parti et il a passé un pacte avec le directeur de la prison, c'était de peindre un tableau par jour contre une bouteille d'alcool parce qu'il était très alcoolique et il a eu cette aventure extraordinaire qui était de peindre des forêts depuis sa cellule de prison. Donc il n'avait aucune vue sur l'extérieur et il peignait des forêts et il disait que les forêts, les arbres étaient des êtres vivants qui vivaient à l'intérieur de son âme.
Et dans cette dernière nouvelle, justement, il y a un moment donné où le lecteur va rentrer, va passer du milieu de la prison, qui est un milieu, prison slave, milieu très difficile, milieu de tortionnaires, de torture psychologique et physique. On va totalement basculer dans l'onirisme et dans l'esprit de l'artiste et dans sa folie et dans son univers et dans les forêts de son âme. Donc à travers ce prisme, donc l'univers slave à la campagne, l'univers slave à la ville et l'univers slave sous le communisme, car le communisme, donc ces 70 ans de quatrième dimension qui ont été vécus par les pays de l'Est, fait partie quelque part de notre mythologie. Donc à travers ce prisme de ces trois histoires, on fait vraiment pour moi le tour de l'univers slave tel qu'il peut être perçu par un lecteur latin, par un lecteur de l'Europe de l'Ouest qui connaît pas trop bien ces cultures. Alors c'est des cultures qui sont pas loin de chez nous, mais qui sont à des années-lumière au niveau de la mythologie, au niveau de la manière de vivre, du point de vue sur le monde. Donc à travers ces trois histoires, on a vraiment un prisme vaste qui permet d'englober l'ensemble de ce que j'essaye de faire découvrir à travers ce livre, c'est-à-dire l'esprit slave. D'accord. Est-ce que la boucle est bouclée ou est-ce que tu vas, dans des prochains romans, continuer à creuser un peu cette âme slave là ? Oui, alors je le fais à travers tous mes livres, mais jusqu'à présent c'était assez léger. On était plutôt dans des histoires un peu burlesques, truculentes, plutôt drôles, avec un personnage. Donc je parle de mes précédents livres, Kalash, Tokarev et Vodka Mafia, où c'est un personnage un peu qui roule sa bosse entre différents pays slaves et qui se heurte toujours à des malentendus culturels drôles et truculents. Là, avec l'esprit slave, ce dernier livre, c'est beaucoup plus profond parce que les histoires déjà sont beaucoup plus sérieuses, l'écriture est beaucoup plus poétique et surtout, c'est toujours chaque petite histoire contemporaine résonne avec la grande histoire mythologique, légendaire, slave, telle qu'elle est partagée par l'ensemble des pays de l'Est. Alors, je vous propose une nouvelle lecture donc de l'esprit slave. Frédéric Lanoir. Allons-y. Le Vodnik. Alors il s'agit du Vodnik, c'est une légende slovaque, tchèque, que l'on retrouve dans tous les pays de l'Est et qui est totalement inconnue en France et qui constitue la première histoire de ce livre. Une légende extraordinaire hante l'ex-Tchécoslovaquie depuis des temps antédiluviens. Celle d'un être mystérieux, à la peau verte et parfois recouverte d'écailles. Quelque part entre l'homme et le poisson, le Vodnik. Dans l'iconographie populaire, on le représentait scellé, vêtu d'un long manteau vert de vase, affublé d'un chapeau marron difforme et détrempé. C'est un personnage qui fait plutôt peine à voir, en train de méditer son abandon sur les bords d'un lac ou d'une rivière, la pipe au bec. Une brume chagrine voile partiellement son esprit, recraché par le trou de son calumet ténébreux, sous la forme d'une fumée d'affliction. À l'image du monstre du Loch Ness ou de l'abominable homme des neiges, beaucoup déclarent l'avoir aperçu, errant sur les chemins de halage ou parmi les roseaux. Il est certain qu'on le confond avec Mirek, le pêcheur de carpes, un homme rustre et solitaire, à la peau rocailleuse et vêtu du même accoutrement, la pipe en prime. Mirek est un reclus qui vit dans une chatka, c'est-à-dire une petite cabane en bois située dans la campagne, la plupart du temps sur une montagne et qui sert de résidence d'été pour les vacances du peuple urbain de Slovaquie. Aussi brumeux que son double légendaire, Mirek exhale une aura sinistre et ténébreuse qui fait peur aux badauds. Ça l'arrange, car il affectionne le calme et la douceur de la nature, la discrétion et l'innocence des animaux, la chair et la sérénité des poissons. En dehors de ces petits bonheurs quotidiens, il y a la boisson qu'il élabore artisanalement dans sa baignoire et dont le degré d'alcool est des plus incertains. Le soir, une fois sa journée de pêche achevée, l'ermite s'envoie son kérosène maison jusqu'à déliquescence absolue de sa conscience. Dans la légende du Vodnik, rien n'est dit à propos d'une éventuelle appétence pochardine chez la créature lacustre, mais il s'agit d'un conte où la part de merveilleux se passe aisément de l'alcoolomanie. Pour lors,
sans licher la moindre goutte de pousse-café, le Wassermann, nom donné au vodnik par les Allemands, côtoie les naïades aquatiques autrement nommées roussalka, de petits bouts de femmes aux ailes de libellules et nageoires de poissons. Le vodnik arrive à les voir, à leur parler, à les toucher, car elles partagent l'univers subaquatique de son royaume. Ces sylphides, mâles ou bienveillantes, aiment chatouiller les oreilles de leur maître élégiaque. Elles essaient de le divertir par toutes sortes de danses et de rituels amusants. Mirek aussi croit percevoir les voix douces et magnétiques de ces déesses fluviales, à chaque fois qu'il a bu, parfois même lorsqu'il est sobre. Il te faut du changement, tu ne peux pas continuer de vivre ainsi, Mirek. Que veux-tu dire par là? Vivre esselé, c'est mon choix. Si tu buvais moins, tu en éprouverais le besoin. Mais je n'ai besoin de rien ni de personne, pas même de vous, les nymphes aquatiques. Certes, je vous entends, mais je ne veux pas vous écouter. Je perçois votre entité, mais je ne veux pas vous regarder. Parce que tu n'es qu'un misérable être humain, déguenillé, déchu, passionné. Passionné de quoi? Je te lis comme un livre ouvert, et je sais que tu as faim de quelqu'un. Pour quelle raison? Prendre soin de toi, satisfaire les besoins de la chair et t'accompagner sur la fin du torrent de la vie humaine. Vous voulez parler d'une femme? Je veux parler d'une femme. J'ai déjà donné, je ne veux plus jamais de compagne. Tu changeras d'avis. Quand bien même en attendrais-je une, où pourrais-je en dénicher dans ces marécages écartés du monde? Il y a quantité de filles qui viennent se promener sur le rivage, y courir, y prendre l'air, y contempler le reflet des nuées sur le lac, et s'y noyer. Étourdi, Mirek ne sait quoi rétorquer. Ses préoccupations ont depuis des lustres éloigné de cette idée saugrenue. Chercher quelqu'un. Mais dans son abîme, à l'image du vodnik, il est sensible et sentimental. Milan a 12 ans. Lui non plus n'a pas d'amis. En tout cas, pas près de son hameau sur les bords du lac de Namestovo. C'est donc un enfant solitaire qui aime courir les marécages, pêcher la grenouille, chasser les papillons ou faire des ricochets sur les étendues d'eau. Toujours fourré sur une berge du lac, d'une rivière ou d'un ruisseau, son âme pure de gosse angélique est accueillie par les flots magiques des milieux aquatiques de Namestovo. Une fin d'après-midi d'automne, où l'été indien plonge la nature dans sa douce étuve en colorant le ciel d'une lumière carminée, Milan réussit l'un des plus beaux ricochets de sa vie. Pas d'acclamation, mais une voix mal lunée se met à fulminer près de lui. C'est Mirek, en pleine séance de pêche, maudissant ces saloperies de lanciers de cailloux qui font fuir les poissons. « Nom de Dieu, dégage de là, sale morbac! Avec tes crétineries, je risque pas de ferrer du poiscar! »« Vous habitez là? Ça te regarde pas? Je n'avais jamais remarqué votre chatka. C'est justement le but qu'on ne me remarque pas. Vous vivez seul? Évidemment. Avec qui veux-tu que je partage cette vieille bicoque? Avec une femme, cette question. Je n'ai même pas d'amis, alors une femme, tu parles? Je peux devenir ton ami. Je m'appelle Milan. Je n'éprouve ni le besoin ni l'envie d'avoir un ami. D'autant plus un vaurien qui ruine en moins de 2 ma pêche du jour. À ces mots, Sarah, la sylphide, entre dans le ciboulot de l'ermite et se met à rebattre en boucle. Accueille cette amitié bienfaisante. Accueille cette amitié bienfaisante. Accueille cette amitié bienfaisante. Si bien que le pêcheur finit par jeter les armes et balance à l'enfant. Va pour copain, je m'appelle Mirek et je suis pêcheur de carpe. À présent, finis les ricochets près de mon moulinet, tu lanceras de la farine et des boules d'amorce. Un extrait du Vodnik, donc l'un de ces très beaux livres compris dans l'Esprit slave, très très belle histoire, lu par Frédéric Lanoir pour un livre de Richard Palachak, toujours parmi nous. Richard, tu m'as dit qu'il y avait également dans les cartels la création d'un magazine littéraire.
Oui, alors je voudrais juste faire une parenthèse sur l'extrait qui vient d'être lu et qui ouvre le livre L'Esprit slave. On voit vraiment comment en fait se développe la légende du Vodnik, comment on va découvrir au fur et à mesure cette légende slave traditionnelle à travers l'histoire d'un personnage Mirek qui est pris dans un délire un peu fantastique, fantaisie onirique. Et cette histoire va petit à petit basculer vraiment dans le thriller pur et dur avec l'arrivée d'un personnage féminin, Tatiana, et qui va complètement renverser le conte, la part du conte dans la réalité brute du thriller tel qu'on le connaît, voilà. Mais c'est vraiment un bon exemple d'un début d'histoire qui commence à développer un conte légendaire bercé de fantaisie et qui en même temps déroule une histoire contemporaine qui se passe à Namestovo, qui est la rencontre d'un vieil ermite et d'un enfant qui s'appelle Milan. D'accord. Alors parlons de cette revue littéraire que tu as lancée, alors pas tout seul, mais que tu as lancée. Voilà, donc on a créé un cercle littéraire qui s'appelle Néolithe avec deux autres écrivains, Pierre Garenne et Boris Cunir, et qu'on gère déjà à l'heure actuelle. Donc il y a plusieurs espaces de partage et de publication entre des lecteurs, des écrivains, des éditeurs, des correcteurs, des agents d'écrivains, donc vraiment des professionnels du monde du livre. Et donc on est monté en association pour la création d'une revue littéraire nationale telle qu'il en existait au siècle dernier. Donc on voudrait recréer, notamment avec le soutien de la ville de Vesoul, une revue littéraire nationale qui serait diffusée dans toute la France et qui tous les ans proposerait 6, 7, 8 histoires écrites par 6, 7, 8 écrivains différents qui ont tous pour point commun d'avoir des univers vraiment propres, retournés à une littérature du style, pas une littérature de l'histoire, mais une littérature des univers propres. On a vraiment des écrivains qui ont beaucoup de caractère, beaucoup de style dans leur écriture et des univers propres qui sont immédiatement reconnaissables. Et donc ce cercle littéraire Néolithe se développe et va se concrétiser, on pense à peu près dans moins d'une année, par la publication d'une revue littéraire nationale telle que c'était fait au XXe siècle et telle ça existe quasiment plus, hein. Les cercles littéraires, ça s'est quasiment arrêté au 19e siècle. Les revues littéraires, à part les revues universitaires, il y en a quasiment plus. Donc on aimerait bien recréer ce format un peu, fondateur de la littérature et qui manque, je pense, vraiment aux lecteurs d'aujourd'hui. Alors on sort d'une période très compliquée où il n'y a pas eu de contact avec le public, pas de salon, pas de rencontre, pas de dédicace. Oui. Là aujourd'hui ça va redevenir possible. Est-ce que tu as de l'actualité où les gens vont pouvoir te rencontrer ? Oui, alors j'ai fait le salon du livre de Limoges, Lire à Limoges, il y a 2 semaines, et donc il y a une séance de dédicace qui est prévue à la librairie Réservoir Books. Donc c'est rue Courbet à Besançon. Il s'agit d'une nouvelle librairie, c'est ma librairie partenaire, qui est très rock'n'roll, très actuelle, très moderne, et qui se situe à la place du musée à Besançon, juste en face du Mégarama. Donc il y a un petit cinéma qui est accroché au musée, et en face de ce cinéma, donc il y a le café du cinéma, et le café des Beaux-Arts, pardon, et il y a la librairie Réservoir Books. Donc vous pourrez me retrouver le 3 juillet, tout l'après-midi. Donc le 3 juillet, c'est un samedi, de 14h à 18h. À cette librairie, il y aura un stand spécial L'Esprit slave, où vous pourrez venir acheter le livre et vous le faire dédicacer. Et vous pourrez également acheter la version audio, le livre audio USB Yojo qui sera disponible. Donc rendez-vous le 3 juillet à la librairie Réservoir Books, rue Courbet, Besançon, place du musée. Et puis on peut également te suivre sur internet, donc il y a la page Facebook et il y a le site internet également.
Oui, il y a la page Facebook, il y a l'Instagram, il y a aussi un compte de coaching d'écrivain TikTok aussi, vous pouvez me retrouver pour donner des leçons s'il y a parmi vous des auteurs en herbe qui voudraient des petites leçons de style ou d'écriture ou de promotion ou en fait c'est du coaching d'écrivain, donc des petites vidéos d'1 minute, Richard Palachak sur TikTok, et puis il y a le site richardpalachak.com, donc Palachak comme ça se prononce avec un K à la fin, richardpalachak.com, où vous pourrez trouver toutes mes œuvres, toutes les informations sur moi, sur mes œuvres, les critiques, les avis des lecteurs, mais aussi l'actualité. Donc c'est un site qui est à la fois très simple et très complet, vraiment nodal de toute l'information qui concerne mes œuvres. Alors, on va rappeler Yojo en livre audio, donc disponible sur format clé USB en librairie. L'Esprit Slave également disponible en format papier en librairie. Richard Palachak, Frédéric Lenoir, je vous remercie tous les deux d'être venus. Merci infiniment Stéphane. Merci Stéphane. Alors, on va se quitter avec un artiste qui a été régional, Philippe Bétristan, qui va nous chanter Dobru Noc. Là aussi, ça sent bon l'Est. De passer des heures à remplir des valises. Je pars pas pour l'inconnu, chez toi j'ai même ma brosse à dents. Je pars pas pour le grand sud, je traverse pas d'océan. Presque même latitude, demain vers toi je m'en irai. Que des fleuves à franchir, mais laisse assez vertige à lui. Chaque frontière résonne, un son métallique comme un cri. Une brèche dans l'histoire, un vide au fond d'un couloir. Un chant mélancolique, demain vers toi je m'en irai. Et puisqu'ils ont dit non, resteront ces cloisons, mais jamais rimera plus, frontière avec rideau de fer. Pourtant, pourquoi ce soir, il y a comme un effroi, ici et maintenant, je chante comme un vide autour de moi. J'aimerais que mes amis viennent boire un verre qui se tienne là, qu'on sente que chez moi, la vie est aussi chez elle. Partir, c'est pas mourir, que le passé a son prix, sinon pourquoi revenir et pas s'en aller à jamais. Que j'arrête, ma page blanche est beaucoup trop noire. Plutôt l'ornée de façade, atteint, penche au ocre. J'aime ton pays baroque, ses fresques et ses stucs, et son langage surgit des profondeurs du continent. Je t'emmènerai le soir par les rues aux pavés brillants, dans un resto gothique aux arts déformés par le temps. Puis nous marchons dans la nuit, vers là sur son esprit, où tu te dénuderas pour un rituel très fatigant. Mais oui, tu seras belle, mais oui, nous serons bien. Mais oui, je suis heureux, tes yeux sourient, je de ta voix. Et même si ce soir, il y a cet effroi, il n'en reste pas moins cette joie immense d'aller chez toi. Il est déjà minuit, mes amis ne viendront pas. Sur la table mon passeport, des petits cadeaux, des chocolats. Alors laissons l'effroi, l'amour n'a pas de prix. Dors mon amour, dors, demain vers toi je m'en irai.
Oxford.